Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Jeudi 15 avril est déjà le numéro 5 de notre nouvelle émission Décryptons le monde, toujours en compagnie de Gérard Vespierre qui nous apporte avec son œil pertinent un regard différent sur les affaires du monde. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Aujourd'hui, nous allons passer la première partie de notre émission à nous interroger sur la situation au Sahel et la position de notre pays. La France doit-elle rester au Sahel ? Mais avant de répondre à cette question, Gérard Vespierre, comment la France s'est-elle engagée dans cette région ? Comment cela a-t-il commencé ? Eh bien, avant de regarder la dynamique de l'histoire, regardons d'abord les faits. Cette région est absolument exceptionnelle, d'est en ouest, de la Mauritanie au Tchad. Elle couvre 3 millions de kilomètres carrés. Donc vous avez pratiquement 90 millions, 95 millions d'habitants. Et dans les projections 2050, c'est-à-dire demain matin, dans une génération, on approche les 200 millions d'habitants. Donc voilà, c'est une région au sud de l'Europe, juste derrière l'Algérie. Et donc, elle a une attraction géographique, une puissance potentielle importante et une histoire avec la France. Donc, c'est une mosaïque. Je pense que ça, c'est une des caractéristiques fondamentales de la situation. Une mosaïque donc ethnique, une mosaïque religieuse, et donc avec ces différences-là qui représentent des plaques tectoniques de combats, de conflits, de heurts entre les religions et les ethnies. Et même à l'intérieur des ethnies, par exemple l'ethnie Touareg, et bien à l'intérieur de la population Touareg, il faut savoir différencier les leaders, je dirais l'aristocratie Touareg, par rapport à la population Touareg. Donc même à l'intérieur d'une population relativement homogène, vous avez aussi des éléments de différenciation. Donc pauvreté, il n'y a pas énormément de richesses, du sous-sol, un peu d'or, le Niger bien sûr avec les ressources en uranium, mais vous avez vraiment une pauvreté générale. Vous avez d'autre part une classe politique qui n'a peut-être pas fait tout ce qui était nécessaire pour répartir le pouvoir, donc des concentrations politiques en fonction des ethnies, par exemple, et donc qui n'a pas fait le nécessaire aussi d'un point de vue développement économique. Donc on est au cœur d'une grande difficulté, puisque vous avez cette différence et cette pauvreté. Et donc c'est alimenté par le courant djihadiste qui s'est infiltré au cours des années 2000-2010, vous avez donc là un foyer de tensions et de combats. Et c'est dans cette situation-là que la France a dû intervenir, avec beaucoup de subtilité, car avant 2013 et le début de l'intervention française, l'intervention Serval, pendant 2012, aussi bien l'Élysée que le ministère des Affaires étrangères, que le ministère de la Défense, des Armées, a dit nous n'interviendrons pas au Mali. Et finalement, c'était une stratégie de communication qui a bien attiré les forces donc djihadistes, rebelles. Il y avait aussi là une union politique entre les séparatistes de l'Azawad, donc du nord du Mali, et puis les djihadistes. Il y a eu une entente avec des intérêts politiques divergents. Et donc la France a conforté l'idée qu'elle n'interviendrait pas. Et quand les colonnes se sont formées pour prendre la ville et descendre sur Bamako après avoir pris Tombouctou, la France est intervenue à la surprise avec grande efficacité. Cette opération Serval est enseignée, il faut le savoir, dans les grandes institutions militaires internationales comme un exemple d'intervention. Il y a eu des lâchers de parachutistes, il y a eu vraiment l'emploi de moyens tout à fait étonnants pour remplir la mission. J'entends que vous ne parlez que de la France. Donc, voulez-vous dire que nous nous sommes engagés seuls dans cette opération, seuls dans le début de ce conflit ?
Alors, oui, dans la communication, nous avons dit que nous étions seuls. Mais dans la réalité, qu'en est-il? La réalité est très, très différente. La réalité dans les airs et dans la réalité dans le sol. Dans les airs, d'abord, il a fallu avoir accès à l'espace malien. Et pour avoir accès à l'espace malien, il faut, depuis la France, traverser l'espace aérien algérien. Et donc, il y a eu une acceptation de l'Algérie qui est toujours très, très, je dirais, farouchement indépendante et conservatrice par rapport à son autonomie. Et donc, elle a accepté que les forces militaires françaises et internationales survolent et emploient et utilisent son espace aérien. Donc ça, c'est premièrement quelque chose qui n'a pas été suffisamment mis en avant. Deuxièmement, puisqu'il y a plusieurs milliers de kilomètres, avion obligatoire, et vous avez donc tout le ravitaillement aérien qui n'aurait pas pu se faire sans l'appui de l'US Air Force. Il y a eu à peu près 1000 ravitaillements en vol pendant l'intervention Serval. Donc les forces armées américaines ont mis à la disposition donc des tankers, des KC-135 particuliers, pour pouvoir aider en ravitaillement les forces françaises, ravitailler les avions de transport, ravitailler les Mirages aussi qui étaient destinés à intervenir. Donc deuxièmement, voilà cet apport. Troisièmement, un autre apport international, c'est tout ce qui concerne la flotte de transport logistique. La France ne dispose pas d'avions géants, donc on fait appel à des moyens avec des sociétés privées basées en Ukraine, mais nous avons aussi des États qui nous ont aidés. L'Angleterre a mis à disposition des transports américains C-17 fabriqués aux États-Unis, des énormes avions de 80 tonnes de capacité de transport. Le Qatar a fait la même chose. Donc voyez-vous, là, il y a eu des aides. Quatrièmement, vous avez aussi des interventions au sol. Par exemple, la Belgique a mis à la disposition de la France des équipes qu'on appelle Medivac, donc d'évacuation médicale. Pendant que vous avez cette aide-là, eh bien, ce ne sont pas des forces françaises qui interviennent, qui peuvent se concentrer sur les missions essentielles. Donc, voyez-vous, il y a eu une intervention effectivement dans la réalité logistique importante, internationale, et donc une présence française, bien sûr, au sol. Oui, c'est une situation qui en fait a considérablement évolué en passant d'un conflit malien à une crise régionale. Comment en est-on arrivé, pour reprendre votre méthodologie, à un arc de crise sahélien ? Eh bien, donc la pauvreté est générale. Et vous avez des influences extérieures qui sont venues enflammer la situation, et en particulier les mouvements djihadistes, dont le mantra, la phrase, la dialectique est de dire à la population qu'est-ce que l'État fait pour vous ? L'État ne fait rien pour vous, donc il faut que vous vous battiez. Et quelle est la représentation de l'État ? La représentation de l'État, ce sont les forces armées que l'on peut voir dans les territoires. Donc voilà, puisque l'État ne fait rien pour vous, eh bien, faites-vous mettre en avant et attaquer les forces de l'État malien, attaquer les forces du Burkina Faso. Voilà. Donc cette dialectique-là a été effectivement pleine de raisonnement dans l'âme et dans l'esprit des populations pauvres, et en plus touchant un pécule pour s'enrôler dans les forces djihadistes. Donc vous avez cette situation-là, et troisièmement, vous avez aussi l'appareil politique de ces États qui, dans un esprit, bien sûr, allez, je vais lâcher le mot, de corruption, n'irrigue pas le développement national. Donc, vous avez cette difficulté d'absence de développement, qui conforte la pauvreté, et dans l'ensemble de la zone. Donc, voilà les éléments qui ont prévalu dans cette extension à l'ensemble du Sahel de cette situation qui, au départ, était fondamentalement malienne. Donc, après 8 années de présence militaire française, plusieurs milliers d'hommes engagés, environ 5000, plusieurs dizaines de soldats français morts au combat,
Le problème est-il seulement militaire ? La réponse réside-t-elle seulement dans l'emploi des armes ? Alors, d'après ce que nous venons d'échanger comme propos, vous voyez que le problème, effectivement, est beaucoup plus vaste que cela. Le problème, il est bien sûr au sol, pour combattre les éléments djihadistes, mais le problème est aussi politique à l'intérieur de chaque pays. Par exemple, au Mali, vous avez donc cette population touareg au nord qui a cette différence. Vous avez des populations d'agriculteurs, vous avez des populations pastorales. Donc tout cela crée des différences et il faut que les politiques à l'intérieur de chacun de ces pays puissent rassembler et non pas exclure. C'est cette politique d'exclusion qui a été donc sur une base ethnique ou religieuse, ou les deux, qui a été un des ferments de la révolte et de la facilité donc d'implantation de la révolte. Donc il y a une mission politique à l'intérieur de chacun de ces États et que ces États doivent remplir. Et donc le coup de force récent au Mali ouvre des perspectives effectivement dans les négociations intermaliennes et intramaliennes. Bon. Donc ça c'est vraiment important. Deuxièmement, il s'agit d'avoir une activité de développement économique importante. Et donc là, l'Europe est aussi présente, puisqu'il y a eu des voyages. Par exemple, il faut s'en souvenir, Angela Merkel est venue au Burkina Faso au mois de mai 2019, donc il n'y a pas tellement longtemps, avec une cinquantaine donc, de représentants de l'industrie allemande et puis quelques centaines de millions d'euros de budget d'aide au développement. Donc on a cette volonté européenne, internationale, d'aider cette zone à sortir. Enfin, troisièmement, la France doit rester l'architecte de cette mission, de cette intervention. Nous avons constitué le G5 Sahel de façon à ce que les États coordonnent leurs efforts. L'ONU est également intervenue avec la MINUSMA, donc des forces militaires qui sont destinées à encadrer et à occuper donc le territoire. Vous avez eu aussi la force de formation européenne, EUTM, donc qui constitue des éléments de formation des différentes forces militaires de la région, et plus récemment la force Takuba, donc qui utilise là aussi des forces spéciales de plusieurs pays européens pour pouvoir contrôler de façon beaucoup plus efficace la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc il y a des Estoniens, il y a des Scandinaves, des Suédois qui viennent avec leurs forces spéciales participer à cette stabilisation parce que c'est intéressant pour eux d'avoir une réalité du terrain pour leurs équipes de pointe qui constituent pour chaque armée des forces spéciales. Donc la France doit rester l'architecte de cette stratégie globale, militaire, économique et politique. Et comment, quelle articulation la France donc doit-elle mettre en place pour aider à mettre en place, à mettre en place cela au Sahel ? Eh bien, il faut effectivement garder une capacité d'initiative permanente, donc de constituer des packages d'intervention, de vendre cette vision à tous nos collègues européens et internationaux. Bon, je fais référence indirectement aux États-Unis, qui ont une base à Niamey au Niger, où est basé aussi, où sont basés l'ensemble des drones de reconnaissance Reaper d'origine américaine, donc sous cocarde française. Donc voyez-vous, il y a besoin d'une coordination et il faut que cette initiative et coordination soient permanentes dans l'ensemble des domaines, donc politique, économique et militaire. Merci Gérard Vespierre pour ce parcours dans cet arc de crise sahélien avec des éclairages toujours aussi clairs et beaucoup d'éléments de réponse à la question posée: la France doit-elle rester au Sahel ?